Ah bah c'est foutu, moi je me dis c'est foutu. Vous avez très bien décrypté le truc. Hein. Waouh! Eh ben, c'est ma mère cette fois-ci. Ouais, ça c'est de la déco, je réagis pas là-dessus. Moi, au départ, j'étais correspondant à Paris et il se trouve que ma compagne a été mutée au Mali et j'avais le choix de venir la voir une fois tous les 2 mois ou d'aller au Mali. Et j'avais déjà été intéressé au Mali parce qu'il y avait eu la crise de 2012, il y avait un personnage qui s'appelle Cheikh Modibo Diarra qui m'intéressait beaucoup, qui était un navigateur interstellaire à la NASA, qui est devenu Premier ministre. Il y avait différents éléments, il y avait des groupes armés, il y avait de la rébellion. Et c'était nouveau pour moi et j'avais envie de me lancer là-dedans, d'essayer de comprendre et d'écrire des papiers à partir du Mali. Ça évidemment c'est un article que je reconnais, je crois que c'est le dernier reportage que j'ai fait. Au Mali, c'était au pays d'Ogon, 4-5 jours, avec un groupe armé qui s'appelle Danan Bassagou. Ce sont des chasseurs, des dozos, et ils combattent, ils luttent contre les djihadistes avec les moyens qu'ils ont. Et il y a énormément de souvenirs avec ce reportage-là. Premièrement, parce que c'était la première fois que je faisais quelque chose comme ça en immersion, de cette façon-là. Et parce qu'il y avait l'histoire de ces gens aussi. Je parle, je crois, dans l'article, je ne sais plus, d'un boucher qui était boucher à Bamako, qui a laissé son étal, sa viande, et qui est parti là-bas pour prendre un fusil de chasse d'Ogon et pour faire la guerre, pour défendre son territoire et faire la guerre aux djihadistes. Vous arrivez là-bas, les premiers chasseurs d'Ogon que j'ai vus avaient une sorte de sac en toile de jute sur la tête. Ils avaient percé 2 trous pour les yeux, des tas de talismans, enfin c'était assez, voilà, on n'a pas l'habitude quoi. C'était assez prenant. Très très bon souvenir, ouais, très bon souvenir. Qu'est-ce que vous m'avez préparé ? Ah, ok. Je ne sais pas par quoi commencer. Le Mirage sahélien, il y a une petite histoire avec ce livre, en dehors du fait que j'aime beaucoup Rémi Carayol, ce qu'il écrit. C'est le premier livre que j'ai eu dans l'avion qui m'a ramené à Niamey lorsqu'on a été libéré. Il y a quelqu'un dans l'avion qui me tend un livre, on a 45 minutes, je crois, à peu près 45 minutes de vol, et c'est le Mirage sahélien de Rémi Carayol. Donc voilà, c'est pour la petite histoire. Ça, je reconnais évidemment. C'est la première vidéo que j'ai tournée. Alors pour la petite histoire, elle sort 1 mois après que j'ai été kidnappé. Je crois que la nervosité se lit dans les mains. J'ai l'impression de... Voilà, il y a différent dans ce personnage là, qui est moi et qui est en face de moi, il y a énormément de choses qui passent dans la tête. Ça là, au-dessus de moi, il y a une sorte de chiffon qui semble suspendu comme ça sur une branche. Ils savent exactement maintenant que le fond peut les trahir et qu'on peut identifier où ils sont. Donc ça avait mis un chèche, je crois que c'est le mien d'ailleurs, parce qu'il a sorti à ma tenue, autour de la branche. Autour, si vous enlevez le drap, ça doit être un drap, la tenture qui est derrière moi, ben on est directement dans le camp où on était, quoi. Hein. C'est pas du tout une caverne. Hein. Enfin voilà, on est au premier jour de la captivité, et à ce moment-là, je sais pas vraiment comment tout ça va finir et quand. Ok, alors ça c'est très fort, la cocotte minute. Moi j'imagine, je sais pourquoi vous l'avez prise, vous l'avez choisie. Alors celle-là est très moderne, hein. La cocotte minute qu'on avait n'était pas du tout comme ça. Il faut imaginer une cocotte minute à l'ancienne, avec sa poignée au-dessus. Et elle était couverte dessus. Celle-là est rutilante, elle est magnifique. Là c'était parce qu'on les met sur le feu, on les met sur des pierres à même le feu. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a toute la suie dessus, qu'elle est toute noire, graisseuse, parce qu'elle ne la lave pas très bien. Quand on est en captivité, ce qu'on veut faire, c'est quand même essayer de s'occuper l'esprit, quoi, pour pas basculer, pour pas commencer à broyer du noir. Donc on mange 3 fois par jour, donc c'est 3 repas à préparer. Dans ces conditions-là, c'est très très long. Donc la cocotte minute devient une activité, enfin cuisiner avec une cocotte minute devient une activité, et une activité salutaire. Donc ouais, elle est trop neuve la vôtre, j'arrive pas à m'attacher, vous voyez. Mais oui, la cocotte minute, ça c'est quelque chose que j'ai bien connu et qui m'a permis de rester sur pied. Et vous l'avez eu facilement cette cocotte minute ? Non, moult négociations, parce que normalement on n'est pas censé cuisiner. Et c'était tellement dégueulasse qu'ils faisaient, et puis j'ai été malade pas mal de fois, que je leur ai dit, écoutez, donnez-moi une cocotte minute, je fais mieux, et puis vous n'avez plus rien à faire pour moi, quoi. Et je crois qu'ils ont compris ça, c'est surtout l'argument, on cuisine plus pour toi, qu'ils l'auront pris. Et puis ils m'en ont filé une. La sacoche, ah oui, je sais pas pourquoi. Alors c'est marrant, moi j'ai toujours porté une sacoche.
et pas que sur le tarmac de l'aéroport. Je vois notre RFI, si je peux. Notre RFI, 1er novembre 2022. Ah oui, c'est une note, d'accord. Oui, mais c'est ça, mais vous avez tout compris. Voilà. Ça, c'était mon papier, exactement, c'est ça. Et mes notes, c'est que des choses comme ça. Je n'ai pas fait le rapprochement tout de suite. La sacoche chez moi, bien avant, j'adore les sacoches, c'est facile, on ouvre. Je suis venu vous voir, j'ai une sacoche, elle est en haut. Ça aussi, c'est important. C'est important, les notes, c'est très important. Les notes, c'est un déclic qui vient pas tout de suite. On a vu la vidéo là tout à l'heure. Il va venir courant mai. Il ne va pas venir de moi tout de suite, parce que je suis un peu en train de... Enfin, je réalise un petit peu tout ça. C'est un djihadiste qui vient vers moi, je me plaignais, je dis, mais vous n'avez pas de parole, on avait un accord, vous me kidnappez. Et il me dit, mais tu travaillais sur les djihadistes, non? Tu travaillais sur les groupes armés. Là, tu es à l'intérieur, de quoi tu te plains? Et ça fait un déclic. Et ça amène une activité. Et je crois que dès le lendemain, j'ai commencé à devoir... J'ai demandé un stylo, j'ai demandé un crayon, j'en ai pas eu. Et j'ai commencé à vouloir écrire, à essayer de tout concilier, à poser des questions, à décrypter. Et ça m'a permis, comme la nourriture, comme le fait de cuisiner, de rester à flot. Vous avez très bien décrypté le truc. Hein. La sacoche, les notes, la cocotte, il y a quoi après? Mes chaussons préférés ou non? Olivier Dubois libre. Ouais, ça c'est un grand moment. Aéroport de Niamey. C'est marrant parce que juste avant ça, on est dans une base militaire. Les vêtements ne sont pas les miens, mais c'est les premiers, on va dire, vêtements occidentaux que je porte. Ils sont petits. Je crois que le pantalon m'arrivait là. Tout le monde me disait ça quand ils me disaient « Ah bonjour, bienvenue. Super la tenue, c'est petit. » Et on dirait que je reviens de vacances. Donc c'est bon, c'est les vêtements qu'on m'a donnés. Et on passe dans une sorte de couloir pour entrer dans l'aéroport. Et puis il y a plein de journalistes d'un coup. Et voilà, c'est énorme. Et je vois 2 journalistes que je connais très bien qui étaient avec moi au Mali. C'est un très grand moment, ça. Là, ça veut dire que tout est fini. Ça veut dire que je suis libre, quoi. Donc c'est une des photos de ce grand moment-là. Bonjour Olivier Dubois. Bonjour. On arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, on est tout seul, on est loin d'une rédaction. Moi, ma stratégie, si on peut dire ça comme ça, ça a été de repérer le journal, le média le plus en vue, qui me semblait le plus quali à Bamako, et de leur envoyer un CV tout bonnement, et puis de bosser pour au moins 1 an. Parce que je me disais que les journalistes sont du coin, c'est des Maliens, ils connaissent, donc je pourrais avoir vraiment des contacts significatifs. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai rencontré, c'était le Journal du Mali donc à l'époque, j'ai rencontré quelqu'un du Journal du Mali, la rédactrice en chef, et puis on déjeune ensemble, ça se passe très bien, et puis elle me dit écoute, on te donne la réponse d'ici quelques semaines. Alors, moi je me lève le matin, je suis au courant de rien, je allume la télé, je vois que toutes les télés sont sur le Radisson Blu. Le Radisson Blu est à 10 minutes de chez moi. Je cherche un boulot, il n'est pas possible que je reste à regarder ça à la télé, quoi. Donc je saute dans un taxi, j'y vais, plein de monde, enfin vous pouvez imaginer, dans un hôtel. Et c'est marrant, il y a 2 parties un petit peu. Vous faites référence au papier que j'ai écrit après. Et moi j'arrive, j'ai pas de contact. Les journalistes sont mis au loin évidemment. Il y a pas mal de sécurité. Je suis un correspondant de France 24, je sais un peu son nom à l'époque, je crois que c'était Riouet, qui est lui bien en avant, qui est bien positionné. Je peux pas atteindre cet endroit-là. Tout ce que je peux faire, c'est parler à des gens autour qui sont comme moi, qui voient ça de loin, on entend du bruit. Enfin bon, j'ai rien, quoi. Et je me souviens qu'au bout d'un moment, il y a 2 faits que je retiens. Le premier, c'est qu'une super 4x4 qui arrive avec plein de gardes et tout. Un homme en grand boubou blanc qui sort, tout de suite entouré de plein de militaires, pas loin de là où je suis. Et direct, je me précipite, ce mec est important. Je me précipite, je prends mon portable pour enregistrer ce qu'il dit. Ça fait pas, je sais pas, peut-être 5 secondes, je suis arrêté. C'est le ministre, enfin je ne le sais pas encore, c'est le ministre de la Sécurité intérieure, c'est le général Salif Traoré. Et on n'a pas le droit d'écouter une réunion comme ça, c'est pas possible, quoi. Donc je me fais arrêter, je négocie le fait qu'on me laisse sortir, qu'on me laisse partir. Et puis, je sais pas, peut-être 15 minutes après, comme dans un film des années 80, il y a un militaire qui arrive avec une moto, il s'arrête, discute 2-3 minutes avec les gars pour savoir la situation, on lui ouvre les barrières, il rentre à moto, enfin comme dans un film américain. Et je me suis dit, mais il faut que je sache qui est ce monsieur. Il y a quelque chose, quoi, qui sait. Il rentre directement dans l'hôtel et puis on le verra ressortir, je sais pas, 1 heure plus tard, avec un otage dans le dos. Et j'identifie ce gars et je me dis, il faut que tu saches qui est ce monsieur, c'est à lui que tu dois parler. Ça, c'est la première partie. Ça restera à l'extérieur, j'ai pas beaucoup d'informations quand j'y vais.
Et je téléphone au Journal du Mali et je leur dis est-ce que vous avez des journalistes à vous qui sont là? Je suis sur place. Ils me disent ah bon, t'es sur place? Non, on n'en a pas envoyé, c'est peut-être un peu dangereux. Il me dit mais t'es sur place? Je dis oui, je suis sur place. Je dis mais écoute, regarde et tout, je te rappelle. Et il me rappelle rapidement, une réunion est décidée dans l'après-midi et je serai engagé l'après-midi même pour écrire ce qu'on appelle la cover story, c'est-à-dire le papier de tête qui va faire la couverture et qui est sur la prise d'otage de l'hôtel Radisson Blu. Moi, tout de suite, je comprends quand je suis au Mali qu'il ne faut pas que je reste dans le, entre guillemets, le mainstream, c'est-à-dire les sujets dont on a d'autres collègues. Je ne suis pas le seul correspondant sur place. Donc on est rapidement sur les mêmes sujets quand c'est des sujets principaux. Et, rapidement, on va être, je sais pas, il va y avoir embouteillage, on va parler de la même chose, on va avoir les mêmes personnes, c'est pas comme ça. Déjà, mon entrée au Mali, comme je vous ai expliqué, c'était d'être dans une rédaction malienne pour avoir des contacts un peu plus, significatifs, je disais. Donc c'est tout de suite de trouver, passer par les chemins de traverse, trouver des sujets peu éclairés ou qui ramènent peut-être à l'information mainstream, me démarquer, assurer donc des sujets qui sont pris, me démarquer en choisissant des sujets à bas bruit ou des choses qu'on ne voit pas forcément ou avec un traitement un peu spécial. Tout de suite, je me dis que c'est comme ça que je dois faire. Je crois mon premier 2016, premier reportage à l'extérieur dans la région de Mopti. La région commence à être secouée par les attaques intercommunautaires entre Peul et Dogon. On part en voiture 3 jours avec un journaliste du Journal du Mali. Et je me souviens, moi, ce qui m'avait marqué, c'est... il faut expliquer peut-être un peu la situation. Ça se passe à Douenza. Tout autour, la plupart des villages ont été pris par les djihadistes. Donc il y a les maires qui affluent dans la grande ville qui est Douenza. Bon, nous, on va au marché, on essaie d'avoir des informations comme tout journaliste, et on arrive à rencontrer certains de ces maires. Et moi, ce qui m'avait effaré, c'est qu'on lisait, dans leurs yeux, je lisais la peur. Ils ne voulaient pas parler. On avait eu du mal à avoir des infos. Ils lisaient la peur, puis en même temps, ils avaient une sorte de sourire comme ça comme pour nous montrer que tout va bien, et en même temps, ils étaient terrorisés de parler, de savoir qu'on était là. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué, je me souviens de ce truc-là. On a réussi à avoir quand même 1 ou 2 sous l'anonymat, comme ça arrive souvent au Mali, qui sont confiés. Mais ça, c'est une sensation, des images fortes que j'ai eues lors de ce premier reportage dans la région de Mopti. Olivier Dubois avait rendez-vous à Gao pour une interview avec un chef djihadiste local du GSIM. Le journaliste aura passé près de 2 ans aux mains de ses ravisseurs. Il y avait une situation qui m'intéressait depuis un moment. C'était l'affrontement entre le IS, l'État islamique si vous préférez, et Al-Qaïda dans la région de Talata, qui est une région du nord malien. On n'avait quasiment pas d'informations là-dessus. Je sortais aussi d'une série de papiers pour Le Point, il faut le dire, qui m'avait quand même permis d'approcher, d'être en communication avec ces gens-là, les gens-là étant les djihadistes. Donc je sortais aussi du papier sur les Dogons, on avait vu des groupes armés qui luttaient contre les djihadistes. Ça me semblait normal, cohérent d'essayer de donner la parole maintenant sur ce conflit-là à des gens d'Al-Qaïda. J'imagine que dès le début, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors est-ce que ça vient de l'intermédiaire, est-ce que ça vient de mon fixeur, je ne sais pas. Mais je parlais peut-être pas aux bonnes personnes et en même temps j'en suis pas sûr parce que c'est ces mêmes personnes qui vont me kidnapper. Mais il y a un truc qui va pas entre moi, la chaîne de transmission si vous voulez, et le receveur quel qu'il soit. C'est le contact, c'est l'intermédiaire entre les gens que vous voulez avoir, l'endroit où vous voulez aller, et vous quoi, c'est quelqu'un d'essentiel. C'est quelqu'un de l'ombre, c'est quelqu'un d'invisible, mais sans eux on fait pas de sujet. Disons qu'on est son propre chef, un correspondant, il est tout seul, il est de toute façon éloigné de sa rédaction, il se fait ses contacts tout seul, il choisit ses sujets, sauf quand c'est des commandes. Donc de toute façon, il répond qu'à lui-même, Sauf si c'est une commande, mais... après, danger, je ne sais pas trop, mais dans tous les cas, on gère tout soi-même, que ce soit le danger ou autre chose. Avant d'être enlevée, vous avez couvert la libération de Sophie Petronin, ancienne otage française qui avait été kidnappée par le même groupe. Qu'est-ce que ça fait de, si je puis dire, basculer de l'autre côté et de vivre quelque chose sur lequel on a travaillé? Est-ce que connaître justement les circonstances de sa détention puis de sa libération vous ont aidé? Mon travail m'a aidé en fait, parce que j'étais un peu sur le nord malien quand même, je scrutais un peu ce que faisaient ces groupes-là. Évidemment qu'il y a eu, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à ce que j'avais écrit sur Sophie Petronin. Je me suis dit, mais c'est dingue, ça t'arrive à toi. Dans ce que j'ai décrit, je sais, dans le premier papier, l'enlèvement de l'infirmier, etc. Ça s'est à peu près passé comme ça pour moi. Vous êtes foutu à poil, on change vos vêtements, vous avez les yeux bandés, la même chose, Donc on a l'impression c'est comme si comment dire ça, j'avais la chance un peu spéciale de vivre ce que j'ai écrit. C'était un peu bizarre, ouais. Après 9 ans de présence au Mali, les militaires français de l'opération Barkhane ont quitté le pays le 15 août 2022. C'est foutu, moi je me dis c'est foutu.
Je me dis c'est foutu. Je me souviens très bien, je l'ai écouté, il faisait nuit, on était couchés, enchaînés sur notre couche, là, on écoutait la radio entre 19h et 22h. Et je me repasse le journal, sur RFI ça repasse souvent. Et oui, là je me dis, Olivier, il va falloir que tu te débrouilles tout seul, quoi. Là c'est fini. Je crois qu'il y avait eu un message de la ministre des Affaires étrangères à l'époque, Mme Colonna, qui disait, parce qu'un journaliste lui a posé la question, il dit non, c'est pas parce qu'on part, qu'on abandonne derrière nous. Mais vous y croyez pas quand vous êtes de l'autre côté, vous voyez. Et oui, là c'était un moment assez compliqué. Ouais. Mais il faut vite reprendre parce qu'on ne peut pas se laisser. Enfin, moi en tout cas, je me disais que je ne pouvais pas me laisser déborder dans cette situation. C'est pas possible. Alors d'abord, il y a de la surprise évidemment. Après ce que j'en pense, je manque d'éléments. Je crois que c'est une affaire qui est dans ce truc là, qui est en cours. Donc je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais évidemment il y a de la surprise. Puis évidemment on a envie de savoir. Après au-delà de ça, vous voyez, on découvre le truc quoi, mais j'ai pas plus d'éléments. Mais ça interroge évidemment. Ouais. J'ai une petite vidéo à vous montrer. Je vous laisse appuyer sur play. Waouh! C'est pas une vidéo, hein? Si? Ah, c'est une vidéo, d'accord. Bah oui, très bien. Cher Olivier, j'espère que tu vas bien. Est-ce que pendant ces 2 ans que tu as passé au Mali, dans les mains de tes ravisseurs, tu as souvenir d'un gros fou rire, un moment où vous avez éclaté de rire, vous avez pété une durite, je sais pas, où vous avez pu rigoler, toi, peut-être tout seul, ou avec Gert. Est-ce qu'il y a un moment qui te revient? Merci. Ok. Oui, souvent. Comme je disais tout à l'heure, il faut essayer de s'extraire de ce qu'on vit. Et donc, nous, quand on était ensemble, quand ils sont eux dans leur coin, qu'il commence à faire nuit, on se parlait en chuchotant. Ils ne parlent pas la même langue que nous, donc ils peuvent pas comprendre. Et oui, on se moquait d'eux, on rigolait sur notre situation, on imaginait qu'on était des touristes arnaqués par notre agence de voyage. Enfin bon, des tas de choses pour sortir de soi, pour rompre ce quotidien, rompre cette réalité. Oui, donc on a beaucoup ri, évidemment, et c'est salvateur et nécessaire. Ouais. Deuxième vidéo. Waouh! Eh ben, c'est ma mère cette fois-ci. Ah ouais, il a 2 questions. Olivier, est-ce que tu peux nous décrire à quoi ressemble le goût du lait de chamelle? Merci. Alors, il n'y a pas que le lait de chamelle, il y a la viande de chameau aussi. Et le lait, évidemment. Le lait, j'en ai bu beaucoup. Alors, il faut savoir que moi, je ne suis pas très lait. Je déteste le lait. Et j'ai appris à aimer le lait là-bas. Ils mettent un petit peu de lait chameau parce que le lait de chameau, c'est très très fort. Vous le laissez... s'il n'est pas au frais pendant 3 jours, c'est comme une bouteille de coca quand vous l'ouvrez. Vous voyez, ça fait un pchit, c'est comme une bouteille de coca. Et si vous buvez ça, je ne vous explique même pas gastriquement ce qui se passe. C'est juste horrible. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais j'ai appris à apprécier le lait de chamelle. Ouais, on en met un tout petit peu. Vous mettez ça avec du lait en poudre et de l'eau. Ça a un côté fumé. Enfin, c'est bon, quoi. Et c'est nourrissant. Écriture de livre, oui. Retourner au Mali, certainement, quand, je sais pas. Ouais, voilà. J'aime beaucoup ce pays. Là, c'est un peu compliqué pour moi. Puis, j'ai le temps. Il n'y a pas d'urgence non plus. Mais j'y retournerai certainement, oui. Enfin, j'en ai le désir, en tout cas. On a une petite surprise juste à côté de vous, dans la petite mallette bleue. Je vous laisse la prendre et l'ouvrir. Elle date de quand, cette mallette? Oh. Vous savez? Des mallettes en métal. Alors, comment j'ouvre ça? Ah oui. Il y a les petits loquets. François. Et un sac. Je vous laisse regarder la date. Alors, 6 août 74, le jour de ma naissance. Et je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans le monde le 6 août 74. 9 morts dans le train fou de Bretagne. Il y avait un train fou en Bretagne à cette époque. C'est super. C'est un cadeau? C'est un cadeau, vous pouvez le garder. Merci beaucoup. Je vais le lire, évidemment. Hop là. Et ça, c'est le petit sac pour le mettre dedans. Petit sac, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Olivier Dubois. Merci à vous. De nous avoir accordé cette interview.